On a appris aussi que Nicolas Sarkozy sera convoqué le 13 octobre prochain, très prochainement, par le parquet financier pour connaître la date de son incarcération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, il ira en prison ? Oui, Laurence, il ira en prison, donc pas ce soir. Ce soir, il est libre, il rentre chez lui puisque un mandat de dépôt à délai différé a été ordonné, a été prononcé, mais avec exécution provisoire. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ira en prison, mais dans quelques semaines. Après cette convocation du 13 octobre, que va-t-il se passer avec le parquet national financier ? Eh bien, donc c'est le parquet national financier qui va lui dire à quelle date il est incarcéré. Exactement, la date, l'heure, le lieu. Il y a déjà eu de ce genre d'exemple dans d'autres affaires, notamment dans du pénal, à proprement parler. Mais Nicolas Sarkozy ne sait toujours pas où il sera incarcéré. Quand ce mandat de dépôt à délai différé va lui permettre de préparer cette incarcération, de aussi dire au revoir à ses proches, de se préparer mentalement. C'est souvent une mesure qui permet aussi à des chefs d'entreprise de se détacher de leur travail et de trouver des solutions. Donc Nicolas Sarkozy qui est en attente, libre ce soir, mais pour encore quelques semaines seulement. Il y a eu plusieurs mandats de dépôt qui ont été requis à l'audience, Célia. Oui, d'autres mandats de dépôt ont été requis, notamment pour Alexandre Djouri, qui, donc, avec un autre prévenu, va dès ce soir dormir en prison. Des mandats de dépôt qui permettent une garantie de représentation. Les magistrats ont avancé que ça permettait pour eux d'éviter une fuite des prévenus, et donc ils ont été escortés dès le prononcé de ce jugement, de ce long jugement, dans les geôles et en prison. Encore une question à vous, Célia, puis je vais passer la parole à nos invités. Gilles Torres qui est là, Jean-Sébastien Ferjou, on est avec Éric Nolot, on est avec Louis de Ragnel et maître Pascal-Pierre Garbarini qui est avocat. Merci d'être avec nous. La réaction dans la salle du tribunal au moment où on a compris que Nicolas Sarkozy allait aller en prison, comment ça s'est passé ? C'est la stupeur, puisque tout au long de la lecture du jugement, on voit le tribunal qui prouve les carences probatoires concernant le pacte de corruption, concernant le financement de la campagne électorale, et puis on arrive au prononcé des condamnations, un premier mandat de dépôt qui est prononcé, un deuxième, on voit aussi les nombreux agents de police se préparer, et puis arrive le cas de Nicolas Sarkozy, et c'est la stupeur, plusieurs réactions, plusieurs cris un peu de... Vraiment, le souffle coupé dans cette salle d'audience quand le mandat de dépôt est prononcé, la peine d'emprisonnement et le mandat de dépôt à délai différé. Difficile de vous dire comment Nicolas Sarkozy a réagi au prononcé de cette condamnation, puisqu'il tournait le dos aux journalistes. Mais en tout cas, il a pu avoir le soutien de son épouse et de ses trois fils qui étaient présents tout au long de ces 3 heures de jugement. Et on a vu son sang-froid à l'issue de cette audience et de cette allocution très forte qu'il a prononcée. Éric Nolot, je vais faire un petit tour de table rapidement. Votre réaction à cette condamnation inédite, absolument inédite pour un ancien président de la République, sans preuve, je rappelle, sur un indice, voilà, un faisceau d'indices. Sur le plan psychologique, je ne vais pas faire preuve de beaucoup d'originalité, je suis abasourdi. La sévérité des peines requises m'avait déjà beaucoup choqué. Je suis encore plus choqué par la peine prononcée, par l'emprisonnement, parce que non seulement c'est un faisceau d'indices, mais ce qui aurait pu servir de preuve est abandonné par les juges eux-mêmes. Donc tout ça, vous faites ça plus, moins, et vous obtenez quand même 5 ans, dont l'emprisonnement. Moi, j'observe d'ailleurs que, au-delà des camps politiques déterminés, cette décision choque, et que le procès de Nicolas Sarkozy se transforme maintenant rapidement en procès des juges, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, le règlement de compte, ce n'est pas la justice, et il y a quand même un soupçon de règlement de compte. Oui. Je vous le dis, je ne suis pas spécialement sarkozyste, vous comprenez ? On sait très bien où mon cœur bat. Je ne suis pas sarkozyste, mais là, je crois représenter une majorité de Français qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Royaume de France dans sa justice. Tout à l'heure, à 17h30, maître Christophe Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy, sera notre invité dans Punchline sur CNews, maître Garbarini. Cette décision est inédite. Est-ce qu'elle vous surprend ? Elle me surprend parce que rien ne justifiait en fait le prononcé d'un mandat de dépôt. Je ne parle même pas d'exécution provisoire, déjà d'un mandat de dépôt, puisque on est sur une affaire qui est quand même très ancienne, qui a plus de 10 ans. On est sur quelqu'un qui a une adresse.
Il a un domicile, il est quand même connu et reconnu quand il se promène dans la rue, et il se bat depuis le début puisqu'il s'est présenté à tous les actes judiciaires. Donc c'est quelqu'un qui souhaite que la vérité soit faite et que son innocence soit prononcée. Donc une décision même de culpabilité, si elle est contestable, il relève appel, il va libre en cour d'appel, et à partir de ce moment-là, si la cour d'appel décide de maintenir la culpabilité, j'allais dire, on est dans un fonctionnement normal de justice. C'est ça. Premier problème, on décide déjà un mandat de dépôt différé. Donc le mandat de dépôt différé, c'est déjà fort, puisque vis-à-vis des gens, on peut considérer qu'il a presque un traitement de voyou. Mais il y a aujourd'hui un alignement qui est fait entre les personnalités politiques, les dirigeants d'entreprise et, j'allais dire, les personnes, les marginaux au sens voyoucratie. Donc on a l'impression qu'il y a une volonté sociétale, en tous les cas de la justice, d'une uniformité. Et donc le mandat de dépôt différé déjà était une humiliation. Mais s'il avait relevé appel uniquement du mandat de dépôt différé, il n'allait pas en prison. Là, c'est l'exécution provisoire. Donc l'exécution provisoire, pourquoi ça me choque? Mais ça me choque, c'est pas le citoyen, déjà en tant que citoyen, mais en tant qu'avocat. Mais où est la présomption d'innocence? Donc on peut être présumé innocent, faire appel et aller en prison. Et aller en prison. Pas pour un crime. Pas pour un crime, parce que, évidemment. Pour une affaire, en fait, qui est très critiquable, qui est très contestable. D'ailleurs, la preuve, puisqu'on est dans une décision où le parquet national financier, d'ailleurs, je crois qu'il a relevé appel. Il fait appel. Donc ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu le combat judiciaire était mérité. Et il était utile. Puisque la preuve, les accusations du PNF n'ont pas été suivies dans leur intégralité. Et malgré cela, on prononce l'exécution provisoire. Alors comment on l'explique ça? Parce qu'il y a 2 ou 3 chefs d'inculpation qui sont tombés. Qui ont été 3 sur 4. Et donc pour le 4e chef d'inculpation qui est association de malfaiteurs, on va en prison? C'est une humiliation. Voilà. C'est une humiliation. Il y a une chose que de la justice. C'est juste autre chose que de la justice. C'est autre chose. Et puis c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Tout commence avec Mediapart. On est quelques semaines avant la campagne présidentielle en 2012. Et Mediapart commence à faire des pseudo-révélations en s'appuyant sur un document dont on sait aujourd'hui, puisque le tribunal l'a décidé, que c'était un faux. Et sur ce document, il y avait il y avait de quoi accréditer l'idée qu'il y avait un financement libyen pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc ce document est un faux, et Mediapart a fait une campagne de presse en réalité, a révélé ce document d'ailleurs dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Il faut se souvenir du contexte de l'époque où la gauche, François Hollande, ont fortement attaqué Nicolas Sarkozy en disant « Mais regardez, vous êtes coupable ». Et donc il y a eu toute une cabale qui était organisée avec une collusion très forte entre certains juges et Mediapart. Ce que la justice n'obtenait pas à travers ses premières investigations, elle faisait fuite à Mediapart, et c'est comme ça qu'on obtenait des réactions. Bref, c'était un nouveau procédé qu'en France, on connaissait assez mal. Et donc, moi, ce que je trouve très intéressant dans la décision qui a été rendue aujourd'hui, c'est que toute la théorie de Mediapart s'est effondrée. Le document sur lequel s'appuient toutes les investigations est un faux. Ils sont partis billes en tête en expliquant que c'était Éric Woerth, à l'époque trésorier de la campagne, parce qu'on avait retrouvé une estimation à 30-35 000 euros d'argent liquide. Mediapart avait dit que selon eux, en tout cas, ils étaient sûrs c'était de l'argent qui émanait de la banque centrale de Tripoli, de la banque centrale libyenne. Donc c'est complètement faux. Éric Woerth est totalement relaxé. Et puis je rappelle quand même les 2 informations les plus importantes de la journée, c'est qu'il n'y a pas eu de financement illégal de la campagne, il n'y a pas eu de financement libyen, il n'y a pas eu de corruption. Et en dépit de tout cela... pas d'enrichissement personnel. Évidemment pas d'enrichissement personnel. On n'a jamais réussi à prouver, la justice n'a jamais réussi à prouver qu'il y a eu plus de meetings, qu'il y a eu des dépenses en plus liées à ce prétendu argent libyen. Mais on retient une seule chose, c'est qu'il y a eu un pacte de corruption parce que, et c'est ça qui est stupéfiant et qui est incompréhensible, je pense que tous les Français, de gauche comme de droite, les anti-Sarkozystes, les pro-Sarkozy, c'est parce que Nicolas Sarkozy, je cite, a laissé ses collaborateurs envisager de promettre des contreparties. Donc c'est une intention, non prouvée. Donc en fait, c'est une intention présumée qui est jugée. Et moi, c'est ça qui me choque profondément, parce que et d'ailleurs, on ne sait même pas de quoi on parle.
Parce que, non mais moi je suis curieux, j'aimerais bien voir le jugement. Parce que autant les accusations de financement libyen, il y avait des choses, tout a volé en éclats, les portes ont été totalement fermées. En revanche, sur l'association de malfaiteurs, on ne sait pas de quoi il s'agit. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et c'est simplement qu'il y a un fort doute. Il y a des fortes présomptions. Et donc, Nicolas Sarkozy aurait laissé faire certaines choses. Mais laisser faire, qu'est-ce que ça veut dire? Sans être au courant. Et je termine simplement d'un mot. Exactement. À l'issue de son plein gré, quoi. Voilà. Et ce qui est totalement hallucinant, c'est que dans le réquisitoire du parquet national financier, ils ont ajouté à la fin l'accusation d'association de malfaiteurs, parce qu'ils se sont dit, je pense, si le financement libyen ça tient pas, si le deuxième truc tient pas, si le troisième truc tient pas, eh bien il y aura toujours ça. Parce qu'en fait, en politique, le trafic d'influence, il est extrêmement facile à caractériser. L'association de malfaiteurs, en gros, si vous voulez, les politiques, ils passent leur vie à se réunir, à s'organiser pour dire on va faire ça demain, après-demain. Vous le caractérisez très facilement. Et moi, c'est ça que je trouve extrêmement choquant. Et je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit. C'est la première fois qu'un président de la République, pour des faits qu'on ne connaît même pas, va dormir en prison, et donc absolument plus pour des soupçons de reproches de financement libyen, puisque ça, c'est une porte qui est fermée par le tribunal. Vous confirmez effectivement ça? Il n'y a pas de traces. Pour donner des éléments de réponse à Louis concernant le jugement, par exemple, le tribunal a dit qu'il ne retient pas que l'argent parti de Libye soit in fine arrivé dans la campagne, mais selon le tribunal, l'infraction peut être constituée dès le pacte, même si le versement d'argent n'a pas eu lieu ou ne peut pas être démontré. Donc on est vraiment sur une intention, sur aucune officialisation et sur les carences probatoires dénoncées par la défense. Et intention présumée. Mais à aucun moment il y a un enregistrement de Nicolas Sarkozy, de quiconque, qui dit à quelqu'un d'autre on va aller récupérer de l'argent en Libye, ou je sais pas quoi. Maître Garbarny, vous avez la parole après Jean-Sébastien. La difficulté, pardonnez-moi de revenir en arrière, ça vient quand même des parlementaires. Parce que cette infraction qui est entre guillemets une infraction d'ores et déjà acquise, c'est-à-dire où il y a une présomption de culpabilité dès lors qu'on peut entrevoir un pacte. Qui l'a défini? Qui l'a déterminé? Ce sont les parlementaires. Idem pour l'exécution provisoire. Qui l'ont fait encore? Ce sont... Voilà. Parce que après l'affaire Cahuzac, tout le monde s'est dit mais... On va laver plus blanc que blanc. Exactement. Mais c'est à courte vue. Ce sont des décisions à courte vue. On se demande, mais à quoi ils pensent? Et les conseillers qu'ils ont avec eux, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'ils font en fait quand ils rédigent? Bien sûr. Voilà, c'est ça le scandale. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que des Cahuzac, il n'y en a eu qu'un. Voilà, et Dieu merci, si je puis dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et aujourd'hui, on paye cela. Et regardez l'impact à l'international de ce qui arrive en France. Oui. Notre pays n'avait pas besoin de ça. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, non, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, oui, je pense effectivement qu'il y a une vraie responsabilité des politiques qui votent les lois. Après, là, dans l'intention d'exemplarité de la justice, parce qu'on peut parler effectivement du principe de l'exécution provisoire, mais on voit bien que la justice veut faire un exemple. Vous disiez mettre tout le monde à niveau. Admettons, on peut dire dans une démocratie, tout le monde doit être traité sur le même plan. Sauf que s'ils raisonnent d'un point de vue politique, s'ils font vraiment de la politique, ils en fassent jusqu'au bout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Italie après les opérations main propre? Silvio Berlusconi. Donc de toute façon, c'est le genre de calcul, la moralisation, ça ne marche jamais en politique. Après, moi, ce qui me choque dans cette décision, au-delà du sort qui est réservé à Nicolas Sarkozy, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par les uns et les autres, c'est que cette insécurité juridique, elle pèse sur tous les Français. Parce que cette décision, il faut bien le comprendre, elle crée vraiment une situation d'insécurité juridique. Si vous êtes condamné sur la simple intention présumée de commettre un délit sur lequel par ailleurs vous avez été relaxé, c'est donc qu'on vous condamne pour une intention. Et donc pour une intention, il suffit ce qu'on ne peut pas faire pour les Black Blocs qui vont dans les manifs, je vous signale, on n'a pas le droit de les arrêter. On peut pas mettre de vous vous souvenez de ce procureur qui voyait une pancarte dans une manifestation à Besançon, me semble-t-il, avec un flic, une balle, et qui disait on n'est pas capable de définir l'intention de la personne qui dit le message. Donc, je ne comprends pas, y compris en termes d'exemplarité, qui est responsable du malaise démocratique? Parce qu'on voit bien que là, il y a des magistrats qui se disent il faut rétablir la confiance avec les citoyens français. Mais est-ce qu'ils sont en train de rétablir la confiance avec les citoyens français ou est-ce qu'ils sont en train de l'abîmer encore un peu plus? Cette question-là, elle n'est pas juridique, mais politiquement, elle est brûlante. À chaque fois qu'on pose la question aux Français, c'est 7 ou 8 sur 10 qui ne font pas confiance à la justice. Jules Torres, et après on écoutera les réactions politiques. Des Français qui la trouvent laxiste, c'est un sondage CSA qu'on avait fait il y a quelques semaines. En l'occurrence, dans cette affaire, elle est tellement pas laxiste qu'elle va envoyer un ancien président de la République en prison pour en
effet des suspicions. Il n'a pas su ce qu'il aurait dû savoir en réalité. C'est ce que disent les enquêteurs. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est finalement le raisonnement qui est derrière, et notamment avec ce mandat de dépôt avec exécution provisoire. L'exécution provisoire, et je parle sous le contrôle de maître, c'est-à-dire que c'est quand vous pouvez perturber des témoins, quand vous êtes dangereux. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy c'est extrêmement dangereux. Je suis pas tout à fait sûr qu'il ait envie de fuir, et même s'il fuyait en Thaïlande, croyez-moi, il a une tête qui est assez connue mondialement. Donc je pense qu'il serait reconnu. Donc le sujet, et c'est la même chose, souvenez-vous, avec Marine Le Pen, l'exécution provisoire est justifiée. Pourquoi dans le cas de Marine Le Pen? Parce que le fait qu'elle puisse se présenter en 2027 serait un trouble à l'ordre public, et sa défense pendant des années a été de dire je suis innocente. Et ça, on lui a reproché. Donc en réalité, c'est la même chose avec cette affaire de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on a des juges, honnêtement... Je suis peut-être trop bête pour eux. Je ne comprends pas le raisonnement de ce mandat de dépôt avec exécution provisoire. Oui. On a, je crois, 130% de surpopulation carcérale. Il y a des voyous, des violeurs qui traînent dans la rue. Je suis pas tout à fait sûr que le sujet majeur qui intéresse les Français aujourd'hui, ce soit de mettre Nicolas Sarkozy en prison. Eric Nolot, je vous vois soupirer. Non, mais c'est ça qui complique encore l'affaire, c'est le contexte. C'est qu'on voit chaque jour des décisions de justice incompréhensibles dans l'autre sens, dans le laxisme, et là, il y a un acharnement. Parce qu'il y a déjà la condamnation qui est sur des faits extrêmement fragiles. La condamnation ne suffit pas, il faut l'emprisonnement, et ça suffit pas, il faut l'exécution provisoire. Qui, honnêtement, ne comprend pas que c'est un acharnement? Il y a quelque chose. Monsieur Sarkozy n'est pas traité comme un justiciable ordinaire. Tu as demandé l'appel, Eric. Voilà, oui, d'accord, mais enfin... Je veux dire que là, on demande une égalité, mais là, il y a une inégalité de traitement. À la place de Nicolas Sarkozy, beaucoup d'autres gens auraient été traités avec beaucoup plus de mensuétude et j'allais dire de justice. Maître Garbarigny. Oui, et puis je rappelle quand même que la première décision de culpabilité qui a été prononcée contre Nicolas Sarkozy est une atteinte au secret professionnel, puisque là aussi, on a foulé au pied un autre principe qui est le secret professionnel entre un avocat et son client. Mais là, il s'est pourvu, je crois, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il gagnera. Oui, mais il gagnera sur là son côté aussi. Des suspicions et il gagnera. La difficulté, c'est que le mal est fait. Oui, bien sûr. Entre-temps, il aura fait de la prison. Rapidement, le sujet là, c'est 11 ans d'acharnement judiciaire sur un homme avec un déploiement de moyens considérables. Par exemple, des IMSI catchers qui sont des espèces de boîtiers qui permettent d'aspirer les communications normalement pour les terroristes ou les trafiquants de drogue qui ont été déployés contre Nicolas Sarkozy. Des déploiements de moyens énormes en magistrats, moyens d'enquête, avec une obsession. Et moi, je me souviens quand même, j'ai noté ce qui est écrit quand même dans le réquisitoire du parquet national financier, c'est avec les mêmes personnes qui ont écrit ce que je vais lire, qui vont expliquer quand est-ce que Nicolas Sarkozy doit dormir en prison le 13 octobre. Ce sont les mêmes personnes. Donc il ne faut pas s'attendre à une forme de clémence de leur part. Évidemment. Ils avaient quand même parlé d'un pacte de corruption faustien. Et ils avaient écrit que Nicolas Sarkozy était le décisionnaire, l'organisateur de tout ce système dans une quête effrénée de recherche d'argent pour sa campagne. Donc eux, ils sont partis dans cette espèce de fixette qui a volé en éclats là aujourd'hui. Et je peux vous dire que je pense que eux, il était bénéficiaire également. Et dont il était bénéficiaire, donc il soupçonnait des détournements de fonds à des fins personnelles. Et donc on le sait, ils vont vouloir s'acharner aussi au moment de l'exécution provisoire pour que Nicolas Sarkozy paye. La difficulté, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette justice-là? Heureusement, c'est pas toute la justice, mais quand on voit l'acharnement, la concentration de moyens pour un seul homme, mais vous vous rendez compte?